Alors, mobilité, l'heure de l'action, c'est bien donc le thème de ce débat. Pourquoi ce thème nous a réunis ce matin, nous réunit toutes et tous, et merci pour votre présence parmi nous. Il y a une forte attente des citoyens, par exemple à l'issue d'une rencontre de la majorité régionale auprès des habitants d'Occitanie. Alors il y a Carole Delga qui a fait un débrief devant la presse la semaine dernière. Il y avait les soins médicaux en premier, les mobilités en deuxième, puis le lien social. Voilà, on en parlait dans les indiscrétions je dis ça par hasard, du 27 octobre. Voilà. Il y a également aussi le contexte des élections municipales de mars. Et la mobilité, c'est aussi des travaux qui sont quand même assez impressionnants depuis 5 ans, on le sait ici à Montpellier, avec plusieurs actualités fortes en cette fin d'année. Et à Toulouse aussi, avec la 3e ligne de métro qui est en construction, une halle de mobilité qui va être bâtie à la gare Matadiot qui vient d'être transformée. Et des enjeux forts d'infrastructures, d'intermodalité dont on va parler, CERM, COM, LNMP, DEM, BHNS, CHNS, DEM et PEM. Donc il y a plein d'acronymes que vous connaissez, j'imagine, puisque vous êtes des spécialistes, mais dont les définitions apparaissent sur les deux écrans. Ouais, c'est ça. Et derrière ces acronymes, c'est le quotidien de tout le monde qui est concerné. C'est ça qui est intéressant et qui m'a fait dire avec Sarah que ça serait intéressant de faire un événement sur les mobilités. On ne fait pas des événements comme ça en claquant des doigts parce qu'on se dit tiens, par hasard, c'est parce que je sens journalistiquement qu'il y a un intérêt réel à le faire. Il y a plein d'actu autour, donc je pense que c'est le bon moment pour en parler. Oui, et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque loupe HV, en effet, tout comme la première loupe en mars dernier sur la transition énergétique, pareil, l'actualité était là. Pendant les échanges, n'hésitez pas à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux. Voilà, Valentina qui s'occupe des réseaux sociaux de notre côté va en effet mettre plusieurs posts dans la matinée. Pour en parler maintenant, on a le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Donc on accueille Patrick Martinez, qui est directeur régional Occitanie de la Banque des Territoires, acteur majeur pour le financement de la décarbonation et de l'intermodalité. Bonjour, monsieur Martinez, installez-vous où vous voulez. Hilaire Autem, directeur de la nouvelle direction régionale des gares Occitanie basée à Montpellier, donc une entité qui emploie 300 collaborateurs dans la région. Et en tant que gestionnaire des gares, vous avez en charge la conception, l'exploitation, l'entretien et le développement des 292 gares et haltes ferroviaires en Occitanie. Bonjour, monsieur Autem. Salvador Nunez. Monsieur Nunez, bonjour. Vous êtes directeur opérationnel de Vinci Autoroute. Vous pouvez venir, ouais, c'est mieux. Vous êtes en charge notamment avec vos équipes du projet de contournement ouest de Montpellier dont vous allez nous parler. Entre autres, vous n'allez pas parler que de ça, vous allez parler aussi de votre vision des transports et de l'intermodalité. Parce qu'on vous résume au projet de com, mais vous avez aussi des choses à dire sur le transport en général. Frédéric Laforgue, monsieur le maire, bonjour. Il fallait un élu quand même aussi. En période de réserve, il n'y a plus aucun élu qui veut parler. Vous voulez bien parler. Maire de Castelnau-le-Lez, faut-il le rappeler, deuxième commune, je crois, de la métropole de Montpellier avec 25 000 habitants. Vous êtes aussi là représentant de Montpellier Méditerranée Métropole. Vous êtes vice-président délégué aux voiries et à l'espace public. Et pour Keolis, on accueille Una Ouelan, chargée de mission études et méthodes. Donc vous êtes une jeune ancienne étudiante, puisque vous êtes fraîchement diplômée du Master Transport, Mobilité et Réseau de l'Université Paul Valéry. Votre promotion d'ailleurs a travaillé sur les besoins de mobilité dans les territoires l'année dernière. Et c'est là que vous avez été repérée par Keolis. Je vous cite, on s'est posé beaucoup de questions, on a tenté d'apporter des réponses, vous m'avez dit. C'est intéressant d'avoir la vision justement de jeunes étudiants sur ces enjeux de mobilité. Jean-Yves Durand qui est ici présent, aussi un directeur des Courriers du Midi, directeur de secteur,
Keolis, opérateur interurbain qui couvre 40% de l'Hérault, 30% du Gard pour le compte de la région Occitanie, autorité organisatrice. Pour Module Auto, l'autopartage, oui, Olivier de Broissia, bonjour, opérateur d'autopartage créé en 2007 à Montpellier, fallait y croire. Ouais, voilà. Et votre business décolle pas mal depuis le Covid. C'est ce que vous m'aviez dit, depuis 5 ans environ. Donc il y a quand même eu toute une résilience dans votre activité entre 2007 et 2021. L'usage de la voiture plutôt que de la propriété, en gros, hein, bien sûr, vous nous en parlerez. Et une start-up nîmoise, Load Station, présidée par Virgile Arène, présent parmi nous. Bonjour Virgile, prenez place. Vous êtes associé avec Paul Fatry, Load Station, dont les logiciels optimisent la gestion des bornes de recharge électrique. Hein. Vous venez de lever 4,5 millions d'euros, c'est pas rien quand même dans la période actuelle pour accélérer votre développement. Vous êtes vice-président, je crois, aussi d'une commission Infranum, hein, c'est ça, Fédération des acteurs du numérique, acteurs de la fibre optique, pour les projets de déploiement d'IRVE. Bonjour à toutes et à tous. On peut les applaudir quand même pour mettre un peu d'ambiance. On commence tôt. Merci aussi de vous être levé tôt, d'avoir bravé les éventuels débuts d'embouteillage pour venir. C'est toi, Sarah. Oui, c'est vrai. On salue aussi la présence du maire de Saint-Jean-de-Védas, François Rio, qui est quand même concerné directement aussi par le projet de contournement ouest de Montpellier et qui est donc dans la salle. Voilà, donc vous êtes 7, on va donc faire un maximum d'échanges. Je vous l'avais écrit, je vous le redis, on fait si possible des réponses pas trop longues pour qu'on puisse aborder un maximum de points. Le thème est très large, on ne pourra pas tout traiter. Peut-être qu'on ne va pas parler de la place du fret, par exemple, qui fait partie des mobilités aussi. Mais on va essayer d'aborder les thèmes essentiels. On n'oublie pas bien sûr aussi les autorités organisatrices de mobilité telles que la région Occitanie, Montpellier, Méditerranée, Métropole, dont les chiffres clés apparaissent sur les écrans en forme de piqûre de rappel. Sarah. Donc dans les échanges qu'on a eus avec vous, il y a un nuage de mots-clés qui apparaît. Je vais en dire quelques-uns. Donc, intermodalité, gouvernance, décarbonation, CERM, pôle d'échange, autosolisme, service, micromobilité, autopartage, train. Voilà, c'était tous ces mots. Alors, au carrefour de ces enjeux, les CERM, donc Service Express Régional Métropolitain, l'Occitanie en compte 2, un à Toulouse, un à Montpellier. À Montpellier, un premier comité de pilotage s'est tenu récemment, le 28 octobre. Quel est l'objectif prioritaire, concrètement, de ces services express régionaux métropolitains? Qu'est-ce que ça promet de changer au quotidien des habitants et des entreprises aussi? Ça peut sembler un machin un peu abstrait. Est-ce que vous pouvez nous aider à le décrire en un mot, qu'on comprenne bien quand même le avant et le après? Peut-être Patrick Martinez, c'était... je vous donne mon micro là. Oui, bonjour à tous. Écoutez, on essaye d'avoir une vision complète du schéma de transport, même si on n'arrive pas à mettre les moyens pour le réaliser. Donc, parlez bien dans le micro. Donc la problématique qui se pose autour de ça, c'est effectivement de combiner l'ensemble des modes de transport et de les rendre articulés et donc efficaces. Les deux collectivités que sont la métropole de Toulouse et de Montpellier sont particulièrement concernées par des sujets de mobilité, comme vous le savez, même si les conditions de réalisation des SEM sont assez différentes au final entre Montpellier et Toulouse, de par la configuration des deux sites. Étoile ferroviaire à Toulouse et pas à Montpellier, pour le rappeler tout de suite. Des sujets de cette nature, effectivement, qu'il faut toujours prendre en compte. Et puis, je dirais, ce qu'on qualifie habituellement de RER urbain ou périurbain renvoie aussi à l'organisation territoriale, les communes qui peuvent en bénéficier. Et on va se dire quand même que voilà, sur Toulouse, le sujet est encore plus prégnant, on va dire ça comme ça. Donc du coup, comment y arriver? Bon, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que les mécanismes sont lancés par l'État, initiative d'État, et que selon les territoires, les réponses qui sont apportées sont plus ou moins lentes au regard des engagements d'État. Voilà. Donc partant de là, la question est quand même de savoir ce que l'État mettra, me semble-t-il, pour pouvoir aller au terme d'un raisonnement qui est tout à fait intéressant.
Hein, qui consiste à dire qu'en gros, on peut essayer de avant-après, de limiter le nombre de véhicules qui viendraient s'emboliser sur les métropoles, du moment où on offre une capacité d'aller avec des TER, notamment, qui seraient totalement, je dirais, cadencés, de façon efficace, et avec un enjeu qu'il ne faut jamais négliger, sur lequel nous on compte travailler, avec la SNCF aussi, sur la question de ce qui se passe dans les gares, avec la gestion à la fois des automobilistes qui vont prendre ces moyens de transport, et donc les services qui sont associés, voire l'habitat qui est associé. Il a Rotem aussi sur l'enjeu majeur du CERN. Est-ce que ça change votre regard le avant-après aussi, en quoi ça peut accélérer les choses? Ou est-ce que c'est pas un machin en plus, qu'on comprenne bien là aussi, parce que ça peut sembler ésotérique vu de l'extérieur. Alors, non, c'est loin d'être ésotérique, mais c'est très pratique. Et en fait, l'enjeu, c'est bien de se dire comment chaque entité, chaque autorité organisatrice des transports, comment chaque gestionnaire d'infrastructure peut contribuer dans une logique commune et coordonnée, cohérente, et comment tout ça arrive à faire un système de transport qui fait qu'on arrive à faire du report modal. Et quand je parle de report modal, c'est pas une opposition des modes, c'est comment tous les modes de transport arrivent à travailler ensemble. Dans votre introduction, on sait comment vous êtes venus, vous avez évoqué un seul mode. Beaucoup sont venus peut-être à pied, puis en tram, puis à pied, peut-être avec un vélo, peut-être avec une trottinette, peut-être avec le train. Et on voit que tout l'enjeu, c'est de voir comment on est capable de gérer l'intermodalité. Et comment on arrive à faire du porte-à-porte avec plusieurs modes et faire de telle façon que pour l'ensemble des usagers, ce changement de mode est fluide. Comment on arrive à faire du porte-à-porte pour que ce ne soit pas pénible de changer de mode, d'attendre, d'avoir des temps d'attente importants. Le CERN, en fait, je veux dire, il y a deux grands volets. Il y a un volet d'infrastructure et d'investissement. C'est comment on fait des infrastructures qui sont efficientes, qui permettent d'avoir des temps d'échange raccourcis, que les gens puissent stationner leur voiture, leur vélo, leur trottinette, qu'ils puissent prendre le tram à proximité du train. Donc ça, c'est toute la notion de pôle d'échange multimodaux. Et ça, c'est vraiment un sujet d'infrastructure. Comment on offre des infrastructures qui sont efficaces? Comment on offre une infrastructure ferroviaire qui facilite le déplacement de chacun? Je pense en particulier à tout ce qui est notion d'accessibilité, accessibilité pour tous, pour les personnes à mobilité réduite. Et on fait énormément d'investissements dans les gares pour mettre des ascenseurs, mettre des clés à niveau. De quel ordre, c'est quoi le niveau d'investissement annuel à peu près en Occitanie, de Gare et Connexion vous avez une idée? Alors, au niveau national, Gare et Connexion, sur l'accessibilité... En Occitanie, vous avez un chiffre, non? Alors, je vais vous le donner au global. En Occitanie, c'est 200 millions d'euros qui sont dans les deux schémas directeurs, schéma directeur national et régional. 200 millions d'euros pour rendre nos gares accessibles. Et à l'échelle nationale, Gare et Connexion, c'est le premier poste d'investissement. C'est 300 millions d'euros par an que nous mettons sur la mise en accessibilité des gares. Une fois qu'on a fait un sujet d'infrastructure, c'est quel service? Parce que le CERN, c'est un service express métropolitain. Une fois qu'on a l'infrastructure, c'est quel service on met dessus? Est-ce qu'on a des trains suffisamment capacitaires? Est-ce qu'on a des quais qui sont suffisamment longs? Et comment tout ce système va fonctionner, va faire que c'est un système qui est attractif, que les gens vont avoir envie de poser leur voiture à un pôle d'échange et ensuite d'aller prendre un système de transport en commun. Vous parlez des services, on peut rebondir rapidement dessus. Par exemple, quels sont les services de demain sur lesquels vous réfléchissez, qu'on pourrait trouver dans les gares? Parce que là, pour l'instant, on peut acheter des sandwichs, il y a des boutiques et tout, c'est sympa, mais est-ce qu'on peut aller plus loin et avoir des services autres, plus utile, enfin c'est utile d'acheter un sandwich, mais une autre utilité, on va dire. Alors oui, ça c'est aussi l'enjeu, c'est comment faire que les gares sont attractives. On a du plaisir à y aller, à y rester, donc on développe beaucoup les commerces. Alors les commerces, ça fonctionne bien aussi dans les grandes gares. Dans les petites gares, c'est plus difficile, mais on y reviendra peut-être après, sur quelle est notre politique sur les milieux ruraux. Mais sur les grandes gares, c'est les commerces. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller prendre le train parce qu'elle va y trouver son journal, elle va y trouver son sandwich, elle sait qu'elle va pouvoir faire son transport de façon sereine, elle aura tout ce qu'il faut. On met des fontaines à eau parce que l'été, les gens sont contents être sûrs d'aller prendre le train et d'avoir rempli sa gourde. C'est des services... C'est ce qu'on pourrait trouver demain qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors demain, on réfléchissait aussi à des nouveaux services intéressants qu'on voit, il y a une dimension prospective dans notre échange. Là.
aussi. Alors, sur les autres services, oui, on parlait de la gestion des colis, mais ça, c'est des choses qu'on a, on a déjà ces éléments, mais on le développe. Mais c'est aussi le service, typiquement, on a testé sur Montpellier Sud-de-France des bornes interactives où on a des personnels aussi à distance, où une personne peut demander de l'information sur la gare, ou trouver un commerce en gare, où est-ce qu'il se situe, comment acheter un billet avec quelqu'un qui est aussi en interface. Comment aussi on amène l'IA dans nos gares. Donc tout ça, c'est des réflexions effectivement sur les nouveaux services de demain. Parce qu'aujourd'hui, nos clients ne consomment plus de la même façon, n'achètent plus leurs billets de la même façon. Certains vont encore au guichet, mais 90% des billets sont vendus, sont dématérialisés, sont vendus sur Internet ou par des systèmes d'abonnement, par Fertic. Donc en fait, on a une multitude de systèmes d'information et de vente qui se diversifient. Et nous, il faut qu'on s'adapte à tout ça. Il faut qu'on s'adapte avec des systèmes d'interface avec nos clients qui sont efficaces et qui répondent en tout cas à leurs demandes. Et vous me parliez aussi, je n'ai pas réussi à vous le faire dire, vous me parliez aussi de services médicaux peut-être. Ça, je trouve ça très intéressant de éventuellement plus tard installer des centres médicaux dans les gares. Enfin, il y a des besoins qui sont exprimés différemment dans les gares de villes rurales, par exemple, ou de zones de villes moyennes. Oui, alors là, donc on est associations ou d'autres services. On sort oui, effectivement des notions de CERM là. On est sur le milieu rural, on travaille avec les collectivités, avec les maires. On est sur un programme qu'on appelle Place de la Gare. Alors, Place de la Gare, c'est redonner l'importance qu'une gare peut avoir dans le milieu et dans le milieu urbain. La gare, en fait, ce n'est plus qu'un endroit où on va prendre le train, où on va prendre un autre mode de transport. C'est aussi un endroit où on essaie d'y mettre du commerce et des services. Donc des services de l'État, des services médicaux, des associations, des services de vélo. Et qu'est-ce qui fait que cette gare devient un lieu vivant ? Et on travaille beaucoup avec les collectivités, avec les mairies, avec les communautés de communes, pour organiser ce lieu. En fait, ce lieu d'intermodalité, c'est aussi un lieu qui est vivant et qui doit être un lieu urbain. Et donc, c'est ce mixte entre les deux qu'on travaille et on essaie de développer ces services. Les services de santé aussi, ça fait partie des pistes que nous développons. On a des endroits, on a déjà mis des services de santé dans les gares. Pour répondre à des demandes dans les milieux ruraux qui sont un peu en développement. Merci. Et Salvador Núñez, je reviens sur les SERM, sur les services express régionaux métropolitains. Je ne crois pas que Vinci Autoroutes soit associé dans la démarche, sauf erreur de ma part. Il y a eu un premier comité de pilotage le 28 octobre à Montpellier pour le SERM de Montpellier, tout au moins, hein, pas pour celui de Toulouse, il y en a 2 dans la région Occitanie. Et cependant, vous êtes quand même concerné. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces premiers l'intermodalité, lutter contre l'autosolisme et votre vision des transports, des enjeux de transport pour demain? Vous avez demandé de faire court avec les questions que vous posez, il y en a pour un moment. Hein, Alors je vais faire plus court. Vous n'êtes pas associé dans la démarche de CERM de Montpellier, visiblement. Et est-ce que vous pensez est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous aurez des choses à dire? Voilà, c'est ça ma question. Ça doit faire au moins, et je ne vais pas compter parce que au moins 10 ans, si ce n'est pas plus, que j'explique à tous mes interlocuteurs lorsque j'en rencontre que le premier sujet sur le traitement des mobilités ou un traitement cohérent ou correct, c'est celui de la gouvernance. Ils ont mis je ne sais pas combien de temps pour s'en rendre compte. Bon, là, ils nous expliquent que c'est ce qu'ils font. Bon, ils nous ont oublié au passage, on va faire quand même des autoroutes qui sont un élément majeur des mobilités, mais bon, c'est comme ça. Moi, on constate que non. Quand je pose la question, on me dit oui, on vous posera des questions quand on reviendra à la chose technique. Très bien, pas de souci. Sur les mobilités, ben moi je vais vous répéter ce que je dis depuis très longtemps, c'est que il n'y aura jamais, quel que soit le territoire, des solutions correctes apportées aux besoins de mobilité, tant qu'il n'y aura pas une gouvernance digne de ce nom mise en place où le partage est véritable et sincère et pas intéressé, et qu'on n'exclut aucune forme de mobilité. Hein, je ne vais pas vous faire, on pourra en parler pendant des heures, tous ces discours qu'on entend ici ou là, où on privilégie une forme de mobilité et puis on oublie les autres. Bon, c'est méconnaître le fonctionnement des citoyens, le fonctionnement des territoires. Donc quand ces conditions-là seront remplies,
peut-être qu'on arrivera à des solutions qui correspondent aux besoins. Un moyen de transport qui fonctionne bien n'est pas celui qu'on impose, mais celui qui attire naturellement celui qui en a besoin. Voilà. Et quand les gens auront compris ça, pour ceux qui en occupent, peut-être qu'on avancera. Et d'ailleurs, quand vous regardez globalement la situation en France, puisque nous on analyse ça de très près, depuis des années, bon, il y a très très peu d'endroits en France où en fait on arrive à améliorer les situations, c'est-à-dire en fait faire en sorte que les parts modales des différents modes de transport évoluent dans le sens attendu, et parce qu'il y a très très peu d'endroits où le travail est fait comme je viens de vous l'indiquer. Voilà. Par exemple, une bonne pratique du côté de Grenoble, il y a une très bonne pratique où on mesure les résultats qui font qu'effectivement la part modale du train local, plutôt que TER, s'améliore, que la part du vélo s'améliore, que la part de la voiture descend, qu'il y a des bus qui sont efficaces, voilà, bon. Et comment c'est rendu possible? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? C'est rendu possible parce que les gens, tout simplement parce que les communes, le département, l'équivalent de la métropole, je ne sais pas très exactement ce qu'ils ont vraiment travaillé ensemble. Et puis vous avez des choses toutes bêtes, hein, c'est-à-dire que là où on construit des pistes de vélo, c'est pour amener les gens à des endroits où ils peuvent prendre le bus, hein, dans ce que certains appellent la ruralité. Hein, moi je suis pour les territoires, donc j'habite en ville, mais bon. Et on met des parcs de stationnement là où il y a une gare, par exemple, et on le fait en regardant bien quel est le besoin et en dimensionnant les choses au regard du besoin, et ainsi de suite. Et comme ça correspond à ce qu'il faut, ça marche. Voilà, tout simplement. C'est pas, là, si vous voulez, on peut pas dire on a amélioré la mobilité en arrivant en disant je vais faire ça, et ça ne correspond pas à la réalité du besoin. Voilà. Bon. Vous savez, on peut regarder le cas à Montpellier. Hein. Moi, je ne vais pas faire de politique puisque c'est pas mon boulot. Moi, je suis technicien. Non, mais objectivement, là, je le dis de façon journalistique, c'est objectif. Il y a, je sais plus d'1 milliard d'euros qui ont été engagés dans les mobilités, dans une transformation pour changer de paradigme. Oui. Mais il faut changer de paradigme aussi, peut-être quand même aussi pour décarboner les mobilités. Est-ce que c'est une bonne chose quand même? Quelle est votre vision d'ingénieur? Est-ce que c'est une bonne chose que quoi, d'investir? Oui, d'investir dans le tramway, dans les pistes cyclables, dans le. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, parce que dès lors qu'il y a des problèmes qui se présentent à ceux qui ont besoin de se déplacer, il faut essayer de répondre à leurs besoins. Ce qui est peut-être pas une bonne chose, c'est le fait de continuer à investir. Alors, j'ai rien contre mes amis de la SNCF, parce que moi, je prends le train tout le temps, hein, donc c'est pas le sujet, mais par exemple, sur le ferroviaire, ça fait des années qu'il y a des sommes très considérables qui sont investies. Quand vous regardez l'évolution de la part modale, ceux qui investissent devraient se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on investit comme il faut, etc. Bon, moi j'ai mon opinion sur le sujet, mais en tant qu'ingénieur, hein, mais il y a d'autres sujets, par exemple, on délaisse, regardez le cas de Montpellier, si vous prenez l'ouest de Montpellier, voilà, tout le monde nous parle du train, etc. Bon, l'ouest de Montpellier, il n'y a pas plus d'un. Voilà, moi, je peux rien, c'est comme ça. Bon, les gens, ils se déplacent en voiture, alors donc on les ignore. Voilà. C'est ça qui n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est d'investir pour répondre aux besoins des gens, mais ce qui n'est pas bien, c'est d'en ignorer certains, et c'est souvent uniquement à cause d'approches qui sont purement dogmatiques. Et ça, si vous voulez, c'est insupportable, parce que on arrive ainsi, si vous voulez, à avoir des phénomènes comme celui des Gilets jaunes, à fracturer les territoires, et à retrouver cette fracturation dans les réponses que donnent les citoyens lors des élections. C'est ça qu'il faut voir comme les choses sont, hein, et répondre aux besoins de mobilité tels qu'ils sont. Des fractures sociales. Ouais. Oui, les mobilités viennent refléter des fractures sociales qui sont. Écoutez, ceux qui l'ont pas vu sont aveugles. Et vous savez que par temps mauvais, les aveugles deviennent voyants. C'est la pensée du jour. Non, j'en ai d'autres. Il y en a d'autres. Alors, on va peut-être continuer, mais merci Monsieur Nunez. Peut-être Sarah sur le. Oui, c'est vrai. C'est une question d'effet qu'on voulait poser. C'était quelles étaient les spécificités respectives des CERN de Toulouse et Montpellier, et en termes de volume d'investissement respectif aussi. C'est une question hyper hautaine. Vous avez
Mais je voudrais rebondir au propos de Fenouillès parce que je partage complètement. Enfin, jamais on emmènera le train à la porte des gens. Chaque mode de transport est complémentaire. Et c'est là le travail qu'il faut qu'on mène. Chaque mode de transport a son domaine de pertinence sur son domaine géographique et en fonction du nombre de personnes qu'on a à transporter. Donc la voiture sera toujours nécessaire. On n'emmènera jamais un train à je ne sais où, au nord de Montpellier, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et le train est une infrastructure qui est rigide. Donc il faut que tous les modes de transport puissent concourir ensemble pour répondre aux demandes. Mais si je prends l'exemple du report modal, il faut effectivement, on n'impose pas un report modal. On arrive à faire du report modal si on est capable d'offrir un service de qualité. Si on est capable d'offrir de la fréquence, si on est capable d'offrir des amplitudes horaires importantes, de la régularité, des trains à l'heure. Et c'est ça qui fera que les gens vont aller vers des modes de transport efficaces. Il y a des sujets de tarification. On voit quand même l'usage qui est fait aujourd'hui sur Montpellier du transport dans le tram. Je prends l'exemple aussi de la région. La politique tarifaire de la région amène à une fréquentation de plus en plus importante des trains, en plus du service qui est offert. Plus on met de trains, plus les gens vont venir vers le train. Je vais citer l'exemple de la région, parce que je ne sais pas si c'est quelqu'un de la région ici, mais je vais parler sous couvert de leurs chiffres. Mais dans le contrat qu'ils ont passé avec TER, ils avaient pour ambition d'arriver à 100 000 voyageurs par jour en 2032. On y est déjà. On y est déjà. Donc ça montre que ce qui a été mis en place, l'offre, quand il y a une offre de qualité, les gens viennent sur l'offre. Donc c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et dans le cadre des CERM, justement, c'est ça c'est le cran supplémentaire. Le CERM, Montpellier, vous parlez quelle est la différence entre les deux CERM? Toulouse-Montpellier. Toulouse, vous l'avez dit, on a une infrastructure ferroviaire qui est importante. C'est une étoile ferroviaire et on est capable du coup d'avoir beaucoup d'offres ferroviaires sous un format d'étoile et des pénétrantes qui font qu'on rentre en centre-ville sans avoir de bouchons. Montpellier, c'est différent. Montpellier, on a une seule ligne, maintenant un doublet de lignes, mais sur du développement qui est local, l'offre qui est importante, c'est le TER. Donc le TER, aujourd'hui, va faire du Nîmes 7 et puis au-delà Béziers-Narbonne. On voit qu'en Languedoc-Roussillon, on a un chapelet de grandes villes, de Perpignan, Narbonne jusqu'à Nîmes, et c'est ça qui fait l'ossature. Et les gens se déplacent de grande ville en grande ville, y compris pour le transport du quotidien, pour le domicile-travail, pour le domicile-études. Donc en fait, on a une architecture ferroviaire qui fait qu'on est capable de transporter énormément de monde. Mais c'est sur un axe. Donc après, il faut construire tout ce qui va être autour. Et il y a par exemple des projets de halte TER comme à Bayard qui existent déjà et en projet chez vous, monsieur le maire, monsieur Laforgue à Castelnau. Castelnau qui a un nœud intermodal quelque part aussi quand même, puisque c'est pas pour rien que vous êtes là aussi, parce que c'est intéressant. Il y a une ligne de bus tram, il y en aura deux je crois, il y a une ligne de tramway, et puis il y a une future halte TER à Sablassou, qui est inscrite je crois dans le CERM, mais sur les volumes d'investissements qui sont prévus, et après on prendra la vision de Ouna Whelan sur le CERM vu par des étudiants aussi, de Paul Valéry, c'est intéressant, sur les volumes d'investissements qui sont prévus sur le CERM de Montpellier. C'est plusieurs centaines de millions d'euros très rapidement. Toulouse c'est plutôt 4 milliards, ouais. Et Montpellier c'est quelques centaines de millions d'euros. C'est en cours de chiffrage, y compris sur le volet ferroviaire. Donc on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Je pense que Montpellier annonce que c'est probablement un des CERM les moins chers, qui est plus routier, mais pour autant on parlait du ferroviaire avec toutes les haltes qui vont être faites. Donc on n'est pas sur la même c'est pas les mêmes volumes d'investissement. Ouais. Sur Sablassou, c'était dans les documents d'urbanisme, sur le schéma de cohérence territoriale. Je salue la présence de mon collègue de Saint-Jean-de-Védas, et puis Monsieur Rio, monsieur le maire de Juvignac aussi. Oui. Il faut qu'on trouve un équilibre. Salvador m'a dit que le matin il était au ralenti, mais je sens qu'il est en pleine forme. Du coup, moi je vais rebondir sur ce que disait Salvador.
oui, notre boulot de politique, c'est de répondre à tous les usages. On ne peut pas segmenter sur la réponse des usages. Il y aura toujours des véhicules à 4 roues, que ce soit diesel, que ce soit moteur thermique, que ce soit moteur électrique, moteur à hydrogène. Il faudra qu'on aménage notre territoire pour répondre aux véhicules à 4 roues. Après, il faut qu'on réponde aussi aux usages. Et là, c'est l'aménagement du territoire que l'on fait au sein de la métropole, mais aussi au niveau de la région. Dans nos communes aussi, c'est de pouvoir répondre au mieux aux usages de nos administrés. La halte TER de Sablassou, concrètement, ça sera 15-20 minutes de Nîmes, 15-20 minutes de Sète, 2 minutes, 3 minutes de Saint-Roch, avec un tram, la ligne 2 de tram qui sera juste devant, la ligne de bus-tram qui sera aussi devant, qui permettra d'aller jusqu'à Castries et de rejoindre tout l'Est montpelliérain. C'est une réponse concrète avec un pôle multimodal. Moi, dans les projets, c'est mettre une clinique devant. Je pense que là aussi, je ne suis pas tombé un matin de la chaise pour emmerder tout le monde. C'était de mettre une clinique à côté d'un tram, d'un bus-tram et d'une gare TER. Parce que quand vous avez une consultation, vous venez de Nîmes, vous ne prendrez plus la bagnole, vous viendrez directement en train. Vous aurez les consultations juste devant chez vous, puis vous repartirez et vous n'utiliserez pas la voiture. Donc, c'est aussi l'anticipation qu'on doit avoir, nous les élus, c'est notre boulot. Je te rejoins, Salvador. À un moment donné, il faut se mettre tous autour de la table. À Grenoble, ils y sont arrivés. Dans nos territoires, il faut qu'on y arrive aussi. Autrement, on se fera virer à coups de pied dans les fesses. Et question collective, une fois les CERN validés par l'État, comment on les finance ? Quid des financements aussi associés, taxes pour les contribuables, par les usagers, par les entreprises ? Alors, tout à l'heure, on a tendu la joue gauche avec l'État qui nous impose un CERN. On tend la joue droite. Depuis la semaine dernière, il y a le projet de loi de finances. Alors, il y a un mot magique qui s'appelle DILICO. Alors, je vais quand même vous le dire parce que dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités. Pour vous faire le résumé, on vient nous taxer directement. Moi, à Castelnau, mardi dernier, j'apprenais qu'on me tapait 380 000 euros. Toi, je crois que tu es à 500. Hein. Dans le week-end, de 380, je suis passé à 720, sans bouger le stylo. Donc, aller trouver 720 000 balles dans un budget sans toucher le stylo. Aujourd'hui, il va falloir là aussi se mettre autour de la table, parce que d'un côté, si on nous pique, moi c'est 3 points de fiscalité, concrètement. La métro, je crois que c'est 15 millions d'euros, fonctionner. La ville de Montpellier, on doit être à 1,2 million. Il va falloir trouver, des sponsors pour faire nos équipements. Moi, à un moment donné, l'équation, je ne sais pas la résoudre. Je crois qu'à ça soit à Juvignac ou à Saint-Jean ou dans les autres communes, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve des partenaires. Et voilà, je tends mon regard. Il va falloir trouver des banquiers, il va falloir trouver peut-être, comme on l'a fait sur le COM, avec Vinci pour financer le COM Ouest. À un moment donné, il faut mettre les choses sur la table. Et les élus, on a peut-être les épaules larges, mais à un moment donné, on ne sait plus faire. Monsieur Martinez. Pour nous, la question est assez évidente. Tous ces sujets-là, c'est de l'investissement de long terme. C'est de l'investissement de long terme qui ne renvoie pas à l'annualité, qui renvoie à la pluriannualité et de préférence en alignement avec l'amortissement de ce que l'on fait. Quand on travaille sur ces sujets-là, on pense au moins à 40 ans. Donc on est totalement, nous, dans cette ligne, puisque c'est ce qu'on fait avec le fonds d'épargne, et la mobilité fait partie de nos priorités. Donc la question de la ressource, en l'occurrence, n'est pas un sujet. La question, c'est plus la prise de position, et les collectivités, je tiens à le saluer, le font, malgré le contexte qui vient d'être décrit, de grandes incertitudes, sur les conditions finalement de gestion de leur budget avec l'État. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a la ressource, on a la durée, on a des taux qui sont plutôt favorables avec l'abaissement du taux du livret A, et c'est une tendance qui risque d'être assez lourde, j'espère. Et donc, partant de là, ce n'est pas un problème de disponibilité. C'est plus un problème d'alignement, si je peux dire, de ces investissements sur du très long terme pour ne pas injurier l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le choix qui pourrait être fait, c'est-à-dire je fais ou je ne fais pas,
les conséquences seront terribles. Ouna, je me tourne vers vous parce qu'en effet, vous avez été étudiante l'an dernier à l'université Paul Valéry. Donc vous avez travaillé avec votre promotion sur ce dossier du CERN dont on parle, du Grand Montpellier, qui va jusqu'à Nîmes, on le rappelle. C'est un travail universitaire, donc c'est neutre, ça a été demandé par Keolis. Quelles pistes d'amélioration vous avez identifiées ? Oui, c'est ça. Du coup, moi, j'ai pu travailler sur 2 projets du CERN, donc avec ma classe en atelier tutoré, où on a fait une proposition de CERN global. Et puis ensuite, en stage, avec Faiza Essaoui, une collègue à moi, on a réfléchi à une offre de transport réalisable en tant que CERN sur l'axe Le Vigan-Ganges-Montpellier. Donc déjà, vous l'avez dit, et c'est important, on a fait un travail le plus dépolitisé possible. Et ça, on le remarque déjà par le territoire que nous, on a choisi de proposer dans le CERN. Donc ce que nous, on a fait, c'est qu'on est allé chercher avec les déplacements domicile-travail, eh bien, toutes les communes qui vont venir travailler à Montpellier. Donc on est vraiment allé chercher la limite de à partir de où, en fait, on ne va plus travailler à Montpellier. Donc nous, on a l'exemple de Ganges qu'on a mis dans notre CERN, qui n'est pas le cas dans le CERN actuel. Mais à l'inverse, par exemple, nous, on n'a pas forcément pris Pézenas, qui va avoir plutôt une aire d'attractivité tournée vers Béziers. Donc ça, c'est des choix, premièrement, qu'on a fait. Et ensuite, il y a l'autre projet qui était du coup celui de l'offre Le Vigan-Montpellier. Donc pareil, on a beaucoup de pistes d'amélioration. Donc déjà, en fait, on a voulu réoptimiser l'offre qui était préexistante. Donc par exemple, on a décidé de faire 2 lignes en fait à la place de la ligne actuelle qui est la 608. Mais du coup, une ligne de desserte fine qui va venir chercher les gens un peu éparpillés, proches de la métropole, mais pas forcément beaucoup. Jusqu'à Montpellier, et une ligne de desserte express qui va aller chercher les gens loin et rapidement. Donc ça déjà, c'était une piste qu'on a faite. Ensuite, dans le CERN, il ne faut pas oublier qu'il y a toute la partie où il faut que l'offre elle soit claire pour l'usager, parce qu'on a dit, au plus c'est facile, au plus c'est compréhensible, et au plus on va avoir la possibilité de prendre ce transport-là. Donc par exemple, on a fait des horaires fixes dans l'idée, donc des départs à 7h40, 8h40, 9h40, doublés évidemment aux besoins. Donc c'est vraiment une réflexion qu'on a fait en fait autour de l'usager. Donc voilà. Et vous nous disiez, on s'en fout de savoir si un bus est bleu ou rouge, c'est-à-dire comme je le disais, du coup, on s'est mis vraiment avec le prisme de l'usager et de l'utilisation en fait qu'il va pouvoir faire de ce CERN. Effectivement, je pense que si on doit aller à Montpellier, ça n'a que peu d'importance de savoir si le bus qui va nous transporter est bleu, rouge, jaune, vert, je ne sais quoi. Mais voilà, c'est des questions de gouvernance. Il y a 4 réseaux urbains sur le territoire du CERN actuel, un périurbain, donc oui, c'est évidemment des questions qui vont se poser par la suite. Et la méthodologie de votre étude ? Alors, il y a eu la première étude du coup avec le CERN qui était sur toute ma classe. Donc, on a récolté beaucoup de données de l'INSEE, etc. Et on a fait une méthodologie d'un diagnostic un peu global. Donc, on a en fait divisé tout le secteur du CERN avec des axes principaux qu'on s'est divisé ensuite par la suite dans ma classe. Donc, on a fait des données domicile-travail. Il y a aussi études. Enfin voilà, il y a plein de données à prendre, mais notamment la population, etc. Et ensuite, on est allé chercher les spécificités de chaque secteur. Moi, personnellement, j'étais sur le secteur Pays de l'Or. Du coup, il y a beaucoup de tourisme, donc on est allé demander aux offices de tourisme des données de fréquentation, etc. Et ensuite, pour la partie proposition d'offres, on est allé plutôt utiliser tout ce qui était billettique pour voir les montées, en fait, où il y a de la demande, où il y en a moins, etc. Et un rapport d'étonnement, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce que vous ont dit les habitants que vous avez interrogés ou les conducteurs eux-mêmes, parce que vous avez fait un travail de terrain, journalistique, j'allais dire aussi, universitaire et journalistique. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce qu'ils vous ont dit par rapport à ce à quoi vous vous attendiez peut-être ? Donc oui, on s'est quand même posé beaucoup de questions, donc ça c'est plutôt des données qualitatives. Donc on est allé, grâce du coup à Keolis Cours du Midi, interroger beaucoup de conducteurs qui faisaient du coup la ligne, ça c'est plutôt pendant mon deuxième travail sur le Vigan-Ganges-Montpellier, des conducteurs qui faisaient la ligne, et en fait même s'il y a une ligne, il y a par exemple beaucoup d'itinéraires différents, et se rappeler de chaque itinéraire, celui qui dessert ce village et lui non, c'est assez compliqué. Donc nous ce qu'on a fait pour y répondre, c'était par exemple de faire une ligne vraiment fixe. Et après, pour ce qui était plutôt des habitants, nous on a fait des comptages dans les bus, donc on a eu des discussions, mais c'était plutôt informel dans le sens où on l'a évidemment pris en compte, mais on n'a pas de données par rapport à ça.
Et oui, en fait, on va privilégier de desservir tout le monde, mais du coup, ça va prendre du temps. Donc, c'est des pistes que nous, on a voulu améliorer dans notre proposition. Merci. Vous me disiez, Salvador Núñez, dans un échange précédent, que le bus, le car interurbain, le bus de manière générale, est sous-utilisé en France. Vous me l'aviez dit, hein, si. Je l'avais noté parce que je prends des notes parfois. Et que peut-être c'est en rebond à ce que vient de nous expliquer Oula Ouellan, peut-être en prolongement avec votre analyse. Non, je vieillis, mais ma mémoire est intacte. Donc je vous l'ai dit. Oui, j'en suis intimement convaincu, parce que c'est tout le sujet. Hein, c'est-à-dire que tout à l'heure, alors je vais sortir un petit peu de la question, parce que c'est important de dire les choses de manière tant soit peu complète. Et les infrastructures, pour les faire, il y a besoin de maître d'ouvrage et besoin de financement. Hein. Sans maître d'ouvrage, sans financement, il n'y a pas. Hein, donc tous ceux qui parlent et qui n'ont pas un maître d'ouvrage et financement, bon, il ferait mieux de commencer à aller les chercher avant d'en parler. Oui, parce que je pense qu'on peut utiliser là où effectivement la route est le moyen principal de déplacement, hein, comme l'ouest montpelliérain, où le CERM apporte une solution routière, parce qu'il n'y a pas autre chose, parce que la route, effectivement, c'est quelque chose qui permet d'aller au plus près des gens, hein, c'est-à-dire le maillage des routes est tel qu'on peut y aller, mais il faut que dans aussi les solutions apportées en mobilité, donc par exemple comme le bus, mais je pense que c'est aussi le cas du train, il faut, pour répondre aux besoins des citoyens, ne pas privilégier que des services qui soient rentables. Parce que si vous faites ça, vous ne répondez pas aux besoins. Donc il faut intégrer des choses qui ne sont pas rentables, parce qu'il y a des gens qui représentent peut-être pas grand-chose au regard du tout, mais qui ont besoin aussi de se déplacer. Et moi, je veux dire, pourquoi je dis que le bus, il n'y en a pas assez, parce que moi, quand j'étais petit, et que je viens d'une famille plutôt pauvre, et bien on se déplaçait tout le temps en bus. Mais il y avait des bus de partout. Voilà, il y avait beaucoup moins de voitures, hein, voilà, parce que chez les voitures ça coûtait cher. Donc voilà. Et tout d'un coup, il y a plein de voitures et il y a beaucoup moins de bus, voire plus de bus. Donc on doit pouvoir retrouver un équilibre à peu près correct. C'est pour ça que je le dis, hein, c'est sur des constats tout à fait basiques et simples, mais les bus, il peut y en avoir de plusieurs types, et il peut y en avoir à très haut niveau de service, ou comme on en a, nous, sur l'autoroute A10, vous pouvez vous asseoir sur un magnifique siège et travailler comme dans un train, voilà, comme aller à des bus beaucoup plus simples, comme on peut en trouver en ville. Mais je pense qu'effectivement, là-dessus, il y a une réponse qui doit être apportée, qui est très loin d'être suffisante. Alors, autant en ville, ça fonctionne plutôt bien, je pense, où il y en a assez, on en voit de partout, donc je pense que ça doit bien fonctionner. Mais bon, il n'y a pas que la ville. Hein. En France, les gens qui habitent dans les métropoles, je crois que c'est à peu près la moitié des Français, la grosse. Alors, je ne veux pas les derniers chiffres, mais bon, les ordres de grandeur, c'est ça. Et l'autre moitié, elle existe. Alors, il faut bien leur donner des moyens de se déplacer. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Et si on veut, dans les métropoles, qu'il n'y ait plus de voitures, parce que j'entends ça tout le temps, on ne veut plus de voitures, on ne veut pas la voiture, etc. Bon, ben, très bien, mais alors trouver des solutions, parce que sinon, les gens qui viennent d'ailleurs, qui font quand même au passage, pour beaucoup d'entre eux, fonctionner la ville, hein, il ne faut pas les oublier, hein, on s'en est souvenu pour le Covid, mais depuis, on les a oubliés, ben, eux, ils arrivent en voiture. Ou en train, mais il y a beaucoup qui arrivent en train et en voiture, et il faut bien qu'ils aient des solutions. Alors il y a des initiatives quand même aussi, comme le pôle d'échange multimodal de Gignac, dans le cœur d'Hérault, qui lui est un PEM routier, parce qu'un PEM n'est pas forcément ferroviaire, il peut être routier, il est souvent ferroviaire, mais là c'est un PEM routier pour que les gens du cœur d'Hérault, ceux qui veulent prendre le car, se garent à Gignac en gros et finissent en car, hein, pour rentrer dans la métro. Vous en pensez? Mais c'est parfait, c'est parfait. Le pôle d'échange multimodal de Gignac, Gignac, ça répond à la question. Sauf qu'il y a juste un petit problème, hein, c'est-à-dire qu'ils ont investi, je crois que le truc est prêt ou fonctionne déjà, mais ils envoient des bus et puis au niveau du Gignac, ça s'arrête. Voilà. Bon. Donc il y a peut-être un petit problème dans l'échelonnement des investissements ou dans la cohérence
des investissements. Oui, le contournement ouest dont on voit la flamme derrière vous, oui, mais en attendant, bien passé réglera le problème quand il sera livré. Oui, mais ce que j'essaye de vous dire et que vous faites semblant de ne pas comprendre, c'est que les bus qui sont envoyés aujourd'hui, si vous voulez, quand vous mettez des bus sur un pôle d'échange, l'idée c'est que ça réponde aux besoins de la personne qui monte dedans. Donc si quand ils montent dedans, ils n'ont pas leur service, et puis ils vont reprendre assez vite leur voiture. Je reformule la question. Est-ce que le contournement ouest de Montpellier, s'il voit le jour un jour, enfin en 2030 ou 2031, est-ce que ça va résoudre ce problème des bouchons de... Quand vous avez des informations qu'on ne pourrait pas voir le jour, je suis prudent, c'est un élément de langage. Il n'existe moi j'en ai pas. Oui, il n'existe pas. Donc, oui, avec tous les pots de banane qu'on nous met, ça met du temps, hein, si vous voulez. Bon, voilà, mais on y travaille activement. Oui, ça viendra faire en sorte que le pôle d'échange de Gignac puisse être efficace, entre autres. On ne vous oublie pas, chers messieurs entrepreneurs, Load Station et Module Auto. Attendez, juste 2 secondes. J'avais peut-être une dernière question pour Salvador Nunez, parce qu'il est chaud là, donc j'en profite. Sur les enjeux de, sur les enjeux de gouvernance. Je me suis mal réveillé, j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes charges, donc je suis un peu... Ah, attention, vous avez touché un point sensible. Il y a... une personne avec qui je parlais ce matin qui m'a dit, je ne donnerai pas le nom, qui m'a dit mais le sujet de la 709 je ne comprends pas, on a déplacé l'autoroute en 2012, là ça a été fait pour le coup, donc il y a 2 autoroutes alors qu'il n'y en avait qu'une pour faire simple, entre le trafic de transit et le trafic local, mais il y a toujours autant de bouchons finalement aux entrées, Montpellier du Zénith, Montpellier près d'Arennes, etc. Là, on revient sur les problèmes de gouvernance, en fait. C'est-à-dire qui fait quoi? Oui et non, parce que la personne qui vous a dit ça, dont vous devriez dévoiler le nom pour qu'on puisse lui répondre, fait partie du clan de ces personnes qui cultivent cet art d'avoir toujours raison, ou qui lisent beaucoup trop des médias locaux qui disent que des bêtises. Hein, donc, mais je ne savais pas que c'était vous, mais ça reste valable, hein, quand vous posez la question. Ouais. Je vais vous passer le micro. Non, si vous voulez, quand vous faites un tant soit peu de travail de recherche pour savoir ce qu'il en est, le déplacement de l'autoroute A9 a été fait parce que, à l'époque, l'autoroute A9 venait abriter, si j'ose dire, ou accueillir le trafic de transit plus le trafic local. L'action de l'État c'est de déplacer l'autoroute pour dévoyer le trafic de transit, soit à peu près la moitié du trafic. Mais dès l'époque, et je le sais bien parce que c'est moi qui ai fait les études et qui me suis chargé du sujet, on avait établi que compte tenu de ce qu'est la croissance du trafic au niveau national et donc interurbain, et de ce qu'étaient les prévisions de croissance de trafic au niveau de la métropole, hein, c'est pour moi qui vais vous expliquer ce qu'est la croissance démographique de la métropole, le problème qui existait au niveau des échangeurs, qui existait déjà et qui existe depuis au moins les années 2000, n'allait que s'aggraver. Et si on n'avait pas déplacé l'autoroute A9, vous auriez la situation actuelle, plus tous les camions, voilà. Donc, ceux qui disent que ça n'a pas amélioré, ce sont des menteurs, voilà. Donc, ils parlent d'autre chose, voilà. Le sujet des échangeurs, l'État n'a jamais voulu s'en occuper. Parce que l'État considère que ce n'est pas son problème, c'est un problème local. Et donc, ce que je dis, c'est que les vraies solutions à apporter sur les échangeurs qui soient le plus économiques possible, et moi j'y ai travaillé depuis, alors je ne sais plus, ça fait tellement d'années que voilà, il en existe, mais pour ça, il faut que le statut autoroutier tombe. Et que donc, effectivement, la métropole récupère cet axe, ou le département, ou je ne sais rien, un exploitant routier, et alors il pourra répondre à ce besoin. Et puis après, j'ai un autre sujet, c'est-à-dire que les gens, ils veulent en voiture, dans une métropole qui commence à devenir énorme, avoir de la fluidité jusqu'au cœur de ville. Mais il faut que cette métropole rentre dans quelque chose qui ressemble enfin à de la maturité. Est-ce que vous connaissez une grande métropole en France où le matin, il n'y a pas de bouchon? À un moment donné, vous ne pouvez pas investir dans les infrastructures. À un moment donné, il faut arrêter, parce que si vous voulez répondre aux besoins, vous investissez à fond perdu,
et vous n'y arrivez pas. Donc c'est là qu'il faut chercher des solutions pour justement mieux répartir les modalités, les modes de transport. Hein, mais vous avez des solutions, vous en avez plein. Hein, et moi, je n'ai pas le temps, mais je pourrais y passer des heures, hein, si vous voulez. Mais bon. Patrick Martinez, c'était répondre. Non, mais je vais m'auto-dénoncer. Non, en fait, pourquoi? Parce que ce matin, en prenant effectivement un avocat d'intérieur, je constate, comme je le constate à chaque fois que je reviens sur Montpellier, sachant que bon, la direction régionale est sur 2 sites, hein, Toulouse et Montpellier, et je viens régulièrement à Montpellier, mais c'est surtout j'ai habité à Montpellier très longtemps où j'ai exercé d'autres fonctions. Et j'ai beaucoup travaillé sur les sujets qui ont permis les autorisations, puisque j'étais à l'époque en préfecture. Voilà, donc partant de là, on avait évidemment la même vision que vous, c'est-à-dire une vision positive. Et je vous rejoins sur le fait que, mais qu'est-ce que ça serait si aujourd'hui on ne l'avait pas fait? Hein, je veux dire, j'ai été directeur régional, vous savez, en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Je crois que pire, ça va être difficile de faire, hein, pire. Toulouse, aujourd'hui, malgré les 2 éléments de rocade externe et interne, est quand même un sujet de difficulté. Donc on rajoute des éléments nouveaux de gestion, et parfois, bon, le télétravail améliore un peu les sujets, il faut savoir qu'en fait, il faut une cartographie de savoir à quel moment on va pouvoir y aller ou pas, hein, selon les zones et selon les horaires et selon les jours, mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas le flux de véhicules supplémentaires, c'est le problème de la répartition et de l'organisation collective du transport. Et là où je vous rejoins totalement, c'est la prise en compte des échangeurs comme un élément finalement peut-être de disruption positive dans les modes de transport. Ça, c'est cette question-là, peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment analysée, et on ne peut pas tout le temps se réfugier derrière les questions de gouvernance. Qui est responsable de quoi? Tout le monde est responsable au final de l'ensemble, et du résultat. C'est-à-dire que, bon, par période, on passe toujours beaucoup trop de temps dans des bouchons. Après l'intermodalité, on va passer au sujet de la... Par rapport à l'intervention de Madame, là. Il y a un sujet, si vous voulez, quand on cherche à trouver des solutions aux problèmes de mobilité, qui est celui du diagnostic. Et de mon point de vue, je le sais bien, parce que nous, on n'arrête pas d'en faire, hein, parce que comme on est ingénieur ou technicien, bon, ben, on n'a pas l'idée qui arrive et on construit la théorie autour. Voilà, on essaye d'avoir... Bon. On a un gros problème de diagnostic parce qu'on manque de données sur plein de territoires. Et donc, sur les investissements colossaux dont vous parlez, les gens qui les font feraient bien, une bonne fois pour toutes, de penser à mettre une toute petite partie de cet argent pour commencer au tout début, pour faire des diagnostics sur l'ensemble des territoires, y compris aux endroits où on ne vote pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire de savoir quel est le besoin réel. Voilà. Oui, moi j'ai toujours des petites piques. J'habite en ville, mais je suis pas dans la ville. Donc, mais non, mais parce que j'essaye de parler de choses qui sont vraies, voilà. Et la vraie vie, c'est ça quand même. Et donc c'est très important. Et là, il y a pour moi un manque, un vrai manque. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui disent les gens de tel endroit, ils n'ont pas besoin ou ils n'ont pas besoin de bus, ils le sortent de voilà. Oui, je vais apporter une rapide réaction. Ce constat, effectivement, il est observé par tous les membres du CERM. Et ce fait de ne pas avoir de données agglomérées, de données suffisamment fines, ça fait partie des choses qui sont mises en place dans le cadre des CERM, justement parce qu'on observe ce manque d'informations. Et les modèles de mobilité sont mis en place dans le cadre des CERM. Et ça, c'est un élément qui sera effectivement assez important. Et tout ce qu'on observe, enfin tout ce que vous avez dit, malheureusement c'est vrai. Tous les problèmes de gouvernance, le problème de cohérence de l'ensemble du système, fait que moi je crois beaucoup au CERM. Ça prendra du temps. Aujourd'hui, il y a des PM comme à Gignac, mais il y a une partie qui est faite, mais l'autre bout, on arrive en saturation sur Montpellier, donc on a beau mettre un car à haut niveau de service, si c'est pour rentrer dans le flux commun des voitures, ça ne changera rien. Donc on a tout ce travail pour répartir les flux entre le routier, le ferroviaire, les tramways, et nous, notre boulot, côté Gare Connexion, c'est d'augmenter la capacité de nos gares pour avoir plus de monde. Parce qu'on aura beau faire des infrastructures routières qui sont nécessaires, et on voit que de toute façon, on va vers des saturations permanentes. Ouais, parce que on le voit, il y a un groupe Facebook à Bayargues qui s'est créé parce qu'il y a des gens qui râlent parce qu'ils veulent prendre le train Lio, le TER
donc il y a un parking d'échange, un parking relais là, et en fait il est saturé, donc ils se garent un petit peu à l'arrache et ils se prennent des PV alors qu'ils lui font l'effort de prendre le train, et ça crée des mécontentements parce qu'il y a une sous-capacité déjà. C'est vrai, le parking est assez sous-dimensionné déjà par rapport à la demande. Enfin bon, c'est un sujet. Peut-être on va enchaîner parce que on vous oublie pas, mais si on court après le temps, on vous oublie pas, Sarah. Sur peut-être là un petit peu parler de décarbonation, c'est quand même très important dans les mobilités qui ont une part importante évidemment d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, en effet, il y a donc l'électrification, mais pas que. Il y a aussi l'hydrogène. Il y a des acteurs en région. On a aussi du carburant. Comment la Banque des territoires, M. Martinez, accompagne la décarbonation de ces mobilités? Eh bien, on intervient, je dirais, dans les éléments qui structurent finalement l'offre de services. Bon, je ne vais pas ouvrir le débat trop longtemps sur la question des véhicules propres. Je pense qu'on a suffisamment d'inconnus. Vous avez vu comme moi réaction des constructeurs encore récemment sur les directives européennes en 2035 et d'autres sujets de cette nature, les problématiques Stellantis, nous qui sommes aujourd'hui investisseurs très importants chez Vercor à Dunkerque pour la fabrication, on se demande si effectivement le sujet pourra être tout à fait linéaire ou pas. Voilà, donc il y a plein d'inconnus. Il y a plein d'inconnus, mais pour autant, il faut avancer, et avancer, ça veut dire qu'il faut créer les infras qui permettent de faire de la décarbonation. Premier des sujets, c'est évidemment faciliter la circulation des véhicules électriques. Et pour ça, c'est la planification des bornes IRVL, sur lesquelles on agit, donc je donne deux chiffres, nous on a financé 70 000 bornes en France pour 500 millions d'euros d'investissement. Donc on est déjà sur des sujets un peu massifs, mais on ne néglige pas le local. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des formats d'intervention par des plateformes, dans lesquelles on intervient, on a aussi, et je souligne aussi l'intérêt de ça, une action qui se fait au niveau territorial, avec notamment les syndicats d'énergie, à travers leur SEM. Je pense notamment à ce qu'on vient de faire avec la SEM du Gard, SEM Énergie Gard, sur laquelle on a l'utilisation d'une des plateformes d'investissement qui se combine, c'est Equans, avec des initiatives locales. Je crois en la matière que les deux sont totalement compatibles. Ça veut dire aussi que les élus locaux s'emparent de ce sujet-là et créent les conditions, parce qu'ils sont au plus près du contact de leurs concitoyens. Et ils savent aussi apprécier les évolutions qui vont être indispensables. On se parlait beaucoup de ruralité, et on sait qu'un des freins de l'usage de l'électrique, c'est le coût. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait un moment que ça dure. On continue à avoir des véhicules diesel, notamment dans les pays, dans les territoires ruraux, parce que s'offrir des véhicules électriques, malgré les éléments je dirais, d'incitation qui ne sont pas totalement à la hauteur, à la masse, me semble-t-il, côté État, on est loin du compte. Donc c'est des interventions qui se font de façon très structurante, en essayant de s'appuyer sur des maîtres d'ouvrage au niveau national à travers des plateformes, ou au niveau local, à travers des opérateurs, et on croit encore une fois à la complémentarité de cet ensemble. L'idée, c'est évidemment de faire en sorte qu'on n'ait pas de problème de gestion finalement du trafic de véhicules électriques demain. Voilà. Ça, c'est sur la question des IRVE. La question de l'hydrogène, si vous voulez qu'on l'aborde, est un sujet un peu plus touchy, dans le sens où on n'a pas encore réglé un sujet qui est majeur, c'est le coût finalement de l'usage de l'hydrogène. Bon, ça fait partie des questions qui aujourd'hui posent problème sur la compétitivité du carburant. Moi, je me rappelle en Nouvelle-Aquitaine avoir financé des bus à hydrogène du côté de Pau, par exemple. Donc, ce n'est pas un problème de financement, c'est un vrai problème, je dirais, aujourd'hui, de maîtrise du coût et de capacité pour les collectivités locales, quand elles sont à AOT, de pouvoir mettre à disposition des véhicules qui utilisent ce genre de carburant. La métropole de Montpellier était partie sur des bus à hydrogène et a rétro-pédalé pour repartir sur des bus électriques. Non mais, voilà, l'hydrogène n'est pas une illusion, c'est un vrai sujet, mais c'est un vrai sujet qui va prendre du temps. Aujourd'hui, la région Occitanie a donné un signal très fort sur la question, par exemple, de la mobilité à partir de trains à hydrogène. Ça a commencé. Voilà, sur l'aérien, on a des sujets, mais à un moment donné, il faut savoir si on met des passagers ou des batteries. Et puis on a un vrai problème aussi sur la sécurité, sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, pour nous, on n'est pas maître d'ouvrage, on n'est jamais maître d'ouvrage, on est ceux qui accompagnent par le financement, mais on est très intéressé par toutes les solutions qui amèneront finalement un faisceau de complémentarité. Dans les solutions apportées par des privés, on va
évoquer directement sur l'électrification Load Station. Merci Virgile Arène d'être venu de Nîmes. Vous êtes un ancien de Vinci, je crois. Voilà. J'avais présenté votre solution sur les optimisations donc, des logiciels qui optimisent la gestion des bornes de recharge électrique. C'est ça, vous pouvez donner quelques exemples concrets en quoi ce que vous apportez comme service à vos clients, en collectivité, en grands groupes aussi, en entreprise. Tout à fait. Des exemples concrets qu'on comprenne, quoi. Voilà ce que ça. Bien sûr, je vais essayer d'être concret. Et de ne pas vous noyer dans la technique. Nous, donc, on intervient sur des maîtres d'ouvrage. Donc, on travaille essentiellement pour des maîtres d'ouvrage qui sont des collectivités. C'est le plus gros de nos clients, où on va gérer les parcs de bornes de recharge qui se situent en voirie publique principalement. Aujourd'hui, nos clients, ce sont des syndicats d'énergie, comme expliqué précédemment, des syndicats d'énergie, des départements, des collectivités, des métropoles. On va gérer les parcs de bornes de recharge, on va optimiser les recharges, on va permettre de faire en sorte que les recharges soient correctement en fonctionnement, avec un maintien en condition opérationnelle le plus performant possible, un taux de disponibilité très élevé, et puis des applications qui permettent aux usagers de se recharger le plus facilement possible. Donc là, on vient notamment de récupérer la supervision et la gestion du parc de Révéo en Occitanie, où on est en pleine migration sur plusieurs départements. Le Calvados, le département de l'Ain et d'autres départements et métropoles en France. On va aussi permettre d'amener du service complémentaire à ces collectivités pour trouver des emplacements de bornes de recharge et puis demain les financer. On est en discussion notamment à la Banque des Territoires et puis d'autres investisseurs qui souhaitent financer ces bornes avec nous. Puis après on travaille aussi avec des privés où on facilite l'électrification de leur flotte, puisque toutes les entreprises privées multisites ont besoin de bornes de recharge au sein de leur entreprise. Donc il faut les gérer, les superviser, il faut par exemple faire de la gratuité pour les personnels qui ont un véhicule de fonction, et puis de la facturation pour les collaborateurs qui ont un véhicule de personnel et qui veulent quand même se recharger sur ces bornes-là. Et puis il faut gérer aussi l'interopérabilité avec les bornes en voirie qui sont gérées par d'autres opérateurs, et les bornes chez les collaborateurs. Quand on recharge un véhicule de fonction à domicile, c'est sympa, mais il faut quand même se faire rembourser à minima les recharges. Voilà. On n'est pas philanthrope pour sa société. Et voilà. Vous aviez eu une expérimentation assez inédite, amusante peut-être, vue de l'extérieur en tout cas, avec l'Aude, je crois, sur l'identification de voitures ventouses sur les places dédiées à la recharge. Expliquez-nous rapidement, ça c'est un exemple concret de vos solutions connectées avec les polices municipales. Je pense. Voilà, donc avant tout on est des experts en bornes de recharge pour véhicules électriques et avec un niveau d'ingénierie élevé dans nos équipes qui permettent de trouver des solutions innovantes. Notamment on fait du smart charging avec la gestion de l'électricité en temps réel en fonction de la disponibilité du réseau, mais aussi on va trouver des améliorations pour les usagers qui souvent on se retrouve, il n'y a rien de plus frustrant qu'on arrive à une borne de recharge puisqu'on a prévu son trajet, tout le monde l'a vécu, et on arrive à cette borne et puis il y a une voiture thermique dessus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas, il faut trouver notre borne, et puis est-ce qu'on a assez de temps, de kilomètres, est-ce que on va avoir la même expérience derrière? Donc on a inventé un système qui permet de détecter ces voitures, ce qu'on appelle des voitures ventouses, qui stationnent mais ne rechargent pas. Et on a mis en place un outil qui permet d'alerter immédiatement la police municipale la plus proche et qui va pouvoir intervenir et puis faire ce qu'elle peut. Là après c'est plus notre ressort. mais en tout cas ça dissuade les tricheurs. Et puis ça permet d'avoir une meilleure rentabilité également pour l'opérateur, puisque derrière il va avoir plus de recharge, son réseau, et puis une meilleure qualité de service pour l'usager. Et vous avez levé 4,5 millions d'euros, c'est aussi pour déployer votre propre parc, je crois. Oui, c'est d'avoir de plus être en prestataire. Mais oui, tout à fait. Donc on a un mode de fonctionnement où on travaille pour les collectivités ou pour des privés. Et puis on a un autre mode aussi qu'on veut mettre en avant, c'est aussi de financer les parcs de bornes pour des entreprises privées, pour les aider à déployer lorsqu'ils n'ont pas le budget, mais aussi pour des collectivités, pour déployer des bornes
avec notre propre investissement. En fait, c'est pas notre argent, ce sera l'argent des autres. Hein. On n'a pas assez d'argent, mais ça sera avec l'argent des territoires, j'espère un jour, ou d'autres partenaires financiers importants qui nous accompagnent dans ces déploiements. Moduloto, Olivier de Broissel, a vertu et aussi dans l'usage, je ne me dis pas forcément dans l'opposition systématique électrique, stage thermique. Oui, donc oui, beaucoup de choses ont été dites, donc il faut arriver un petit peu à la fin. Donc Moduloto, c'est la voiture en libre service, donc de l'autopartage, qui permet aux gens d'utiliser effectivement des véhicules qui ne sont pas à eux, en complément des autres modes de transport. En fait, moi, j'ai tendance à dire que c'est un patch à la voiture individuelle. Ça permet, en fait, on a beaucoup parlé d'usage tout à l'heure, et je pense que, enfin, moi, ce que m'évoque le CERN, c'est, si on reste dans l'idée du temps long, c'est justement d'essayer de faire évoluer ces usages. Et pour le coup, je pense que des opérateurs comme Moduloto permettent d'avoir des usagers qui ont déjà cranté et qui sont déjà un petit peu dans l'avenir, parce qu'ils ne sont pas arc-boutés sur leur voiture individuelle ou leur deuxième voiture individuelle dans le ménage. Ils sont déjà très multimodaux. Donc effectivement, ça part de l'urbain. Hein. On est notamment à Castelnau, à Montpellier. Enfin, forcément, c'est des zones denses où l'usage de la voiture a aussi ses contraintes. Donc c'est là où on devient intéressant. Mais je pense que quand on parle du CERN de Montpellier, on part aussi sur des territoires qui sont très périurbains. Et vous avez aussi une station, toute nouvelle station, ce fameux PEM de Gignac aussi, d'ailleurs. Donc ça véhicules, montre aussi que les Moduloto, c'est principalement pour les grandes villes quand même, on ne va pas se mentir, mais ça peut aussi avoir une pertinence dans des zones plus rurales. Et on se développe pas mal sur... les voitures de Gignac fonctionnent bien, mais on fonctionnerait d'autant plus si les transports publics, notamment la navette qui va de Montpellier-Mosson à Gignac, serait encore plus performante, parce qu'il y aurait encore plus de gens qui seraient prêts à ne pas faire un déplacement de laisser travailler en voiture. Et expliquez-nous peut-être, Olivier, pourquoi Moduloto a réussi à résister, puisque vous existez depuis 2007, j'insiste quand même, c'est une performance quoi, dans un secteur qui était vraiment embryonnaire à l'époque. Hein. Vous avez démarré avec 6 voitures, je crois. C'est ça. Et là, vous en avez plus de 200 et vous allez vers 300, je crois. C'est ça? Ouais. Exactement. Donc c'est une belle progression. Qu'est-ce que je voulais... Oui, non, la question c'était pourquoi il y a des opérateurs comme à Marseille, Totem ou Autolib à Paris qui ont fondu les plombs, et pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous avez résisté? Alors déjà, c'était... Parlez bien dans le micro. Ouais. Je pense que le fait qu'on ait démarré petit et que... Après, c'est une histoire de moyens financiers, donc on a quand même été... on a eu quand même une agglomération, à l'époque c'était l'agglomération de Montpellier qui nous ont accepté pour des permissions de voirie, des choses comme ça. Donc de faire des tests, c'est important, et je pense que dans le cadre d'un CERN, c'est important aussi d'intégrer tout un panel de nouveaux opérateurs, parce que là on parle de gros sous, on parle d'infrastructure, donc ça c'est très bien, mais il faut à mon avis être un peu plus transversal, et tout de suite, dès l'amont, intégrer des opérateurs plus petits, comme nous par exemple, qui à mon avis ont aussi des choses à apporter dans le cadre d'un gros projet de ce type sur le long terme. Donc vous me posez une question, pardon, j'ai un petit peu dévié. Sur qu'est-ce qui a fait que vous avez résisté par rapport à d'autres parce qu'on a réussi à être progressif en fait. On n'a pas... c'est ça, ouais. C'est-à-dire que si tout de suite j'avais mis 200 voitures sur Montpellier, on n'aurait pas eu l'usage dès le départ. Donc ça aurait été assez compliqué, sauf si on avait levé énormément de fonds, de résister. Donc là, nous, ça a été très progressif. Donc effectivement, jusqu'en 2013-2014, on n'était pas à l'équilibre économique et on a failli disparaître, clairement. Et après, on s'est rendu compte à partir de cette période qu'il y a eu un intérêt progressif pour ce nouvel usage qui est l'autopartage. Et qui a fait que nous maintenant on arrive à se projeter dans l'avenir et à évoluer
vers de plus en plus de stations. C'est une clientèle répartie entre business et clientèle business et particulier. 40% business Ouais. et 60% particulier. D'accord. Vous avez triplé le nombre de vos abonnés, je crois, en 4 ans. Hein, depuis, C'est ça. Sur l'après-Covid, vous êtes passé de combien à peu près On avait à peu près 1000 abonnés, maintenant on est à 4005. Et en service client, quelque part, vous insistez, tout se fait pas par le digital, enfin vous insistez pour avoir un contact direct avec les nouveaux abonnés en présentiel ou par téléphone pour... il y a un esprit communauté aussi qui est important. Exactement. Et pour comprendre leurs attentes aussi. On est resté une entreprise locale, donc sur l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc on va de Carcassonne à Nîmes. Donc ça nous permet d'avoir quand même une connaissance fine de nos stations, des espaces dans lesquels sont nos stations et de nos clients. Et donc effectivement, ils peuvent nous appeler, enfin ils prennent la voiture grâce à une application. Donc ils sont complètement autonomes, ils peuvent prendre la voiture à l'heure, donc ils peuvent prendre une voiture aussi bien pour une heure que pour une journée. Mais ils ont quand même un lien avec nous qui fait qu'on a pas mal par exemple de retraités dans notre service, de gens qui ne sont pas forcément oui, on a l'image dans le digital. Voilà, on a l'image, c'est que des jeunes et tout, mais pas forcément. Vous avez tout type de clients finalement. Et peut-être un dernier point, la part de voitures électriques dans votre parc, elle n'est pas finalement si importante que ça. Elle est assez faible. Pourquoi on a une dizaine de voitures électriques. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qui est un peu compliqué, on en discutait tout à l'heure, quand on a des stations sur voirie, c'est de fonctionner avec des opérateurs de bornes qui sont faits pour un usage tout public et donc qui veulent du foisonnement et que les voitures partent rapidement. Et nous, forcément, notre voiture, elle va attendre le client suivant. Donc on ne sait pas exactement, elle peut être chargée et puis attendre 2-3 heures de plus qu'un nouveau client arrive. Donc nous, ce qu'on voit, ce qui marche bien, c'est l'électrique sur une borne dédiée. Eux-mêmes sont venus me dire, nous on veut le COM parce qu'on a bien compris que ça va enlever des tonnes de voitures de l'avenue de la Liberté et qu'on va pouvoir mieux vivre. Voilà, les gens ils veulent ce projet parce que c'est la seule chose qu'on leur propose, c'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est parce que personne d'autre ne leur propose une solution de mobilité pour répondre à leurs besoins. À leurs besoins, c'est très simple. Monsieur de Brassiage, vous voyez froncer les sourcils. Non, mais il n'y a pas de, enfin, je ne vais pas me prononcer sur c'est un débat. Sur le COM. Allez-y. C'est un débat, il faut quand même l'accepter qu'il y ait des gens qui se posent des questions. Et ce que j'entends dans votre discours qui, moi, m'interpelle un petit peu, c'est le côté la campagne, le périurbain d'un côté, les urbains de l'autre. Et je pense que dans un CERN, justement, il faut dépasser ça. Parce qu'il y a un moment donné, ce discours-là, il alimente en permanence une espèce de dichotomie entre une vision urbaine de je vis avec mon vélo. Et ce qui est très bien en ville, je veux dire, on n'a pas la place d'avoir 50 000 4x4 en ville. Donc je trouve qu'il faut faire attention à ce discours qui est un peu binaire. Et je pense qu'avec le CERN, justement, c'est intéressant de pouvoir justement discuter aussi bien avec des collectivités très urbaines et des collectivités périurbaines ou rurales qui ont chacun forcément des façons de se déplacer différentes. Voilà. Okay. Oui, alors si je peux quand même, parce que moi, si vous voulez, je suis un républicain, d'ailleurs on m'a remis la Légion d'honneur en 2020, si vous voulez. Il faut aussi que vous acceptiez qu'il y ait d'autres gens qui pensent différemment de vous. Voilà, c'est très important dans républicain. Voilà. Moi, tant que les choses se passent dans le respect mutuel, tout va bien, mais quand je dis qu'il y a cette dichotomie, et que je la souligne, c'est parce que malheureusement il existe et que je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut répondre aux besoins. Besoin qui a été créé et qui a été fomenté par certains. Quoi que vous en disiez, c'est le cas. Et après, moi je respecte votre point de vue, respectez simplement qu'il puisse y avoir quelqu'un en ville qui parle différemment de ce qui est convenu qu'il faut bien parler en ville. Voilà. Bon, c'est vrai qu'objectivement, il y a un soutien du monde économique sur Mediafero, Cercle Mozart, CCI Héros, entre autres, association des entreprises de Gare au Sud aussi. On reçoit pas mal de communiqués dessus. Ça traduit de répondre aussi aux besoins de mobilité des salariés, des entreprises aussi.
Les entreprises. Non, mais c'est un enjeu d'attractivité aussi des entreprises. Elles ont des salariés qu'elles rémunèrent pour faire un travail, et puis c'est normal que quand elles observent que leurs salariés passent beaucoup trop de temps dans le temps de ce qui est une journée normale, sur les routes par exemple, ou dans les autres modes de transport, c'est normal qu'elles soient plutôt favorables à ce que ça s'améliore. Voilà, tout ça c'est du pragmatisme. Mais sinon, moi j'ai rien contre les gens de la ville, moi j'y habite depuis très longtemps, hein, si vous voulez. Et permettez-moi de ne pas penser comme ceux qu'on entend dans les journaux. Voilà, acceptez-le. Alors, pour décryptage pour la salle, il y a quelques allusions aux journaux, parce qu'il se trouve qu'un quotidien régional est situé à Saint-Jean-de-Védas. Où passe le com. J'en dirai pas plus. Oui, monsieur le maire, vous vouliez rajouter quelque chose, parce que ouais, on vous écoute. Il faut qu'on arrête d'opposer tout le temps les gens. On n'oppose pas l'Est et l'Ouest de la métropole, on n'oppose pas la campagne et la ville. Aujourd'hui, nous élus, on a une obligation, c'est de répondre, et le Com-Ouest est une réponse. Il y a eu les contributions, les élus, on y a répondu. Moi, en tant que maire de Castelnau, j'ai apporté ma contribution. Il y a une solidarité entre les maires. J'ai aussi l'impact à Castelnau, le fait qu'on mette 3/4 d'heure pour traverser, ou quelquefois on met quasiment plus de temps pour traverser la métropole que pour aller à Toulouse. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on donne une réponse. Et c'est l'attractivité de notre territoire. À un moment donné, les entreprises, hein, il y a des entreprises, c'est elles qui nous font vivre. Hein, il y a la taxe des mobilités, c'est aussi une rémunération pour les investissements que réalisent les collectivités. Donc à un moment donné, il faut qu'on garde aussi en tête l'attractivité de notre territoire. On est en opposition avec d'autres collectivités. On a les entreprises et il faut qu'on y réponde. Et aujourd'hui, le COM, une réponse pour que, on le sait très bien, hein, sur le périmètre de la métropole, la constructibilité devient de plus en plus compliquée. Et là aussi, l'État nous met entre le plan de prévention de risque inondation, le plan de prévention de risque feu et forêt. On se retrouve avec, moi sur mon territoire de Castelnau, aujourd'hui, on ne construira plus. Hein, moi, je ne sais plus faire. Hein, je crois qu'à Saint-Jean, c'est pareil. Si on veut garder de l'activité économique, on est obligé de garder des endroits. Il faut qu'aux chefs d'entreprise, on puisse répondre avec les possibilités de déplacement, et tout type de déplacement, y compris la voiture. Il faut y répondre. Il faut répondre aussi, on sait très bien que les personnes vont de plus en plus loin, parce qu'elles ne peuvent plus acheter sur la métropole. Je le dis, oui, le coût, hein, quand on est à 5000, 5500 du mètre carré, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, quand vous êtes à 0,75, tout le monde peut acheter. Quand vous êtes à 3,5, plus personne ne peut acheter. À plus de 5000 balles, plus personne ne peut acheter. Donc aujourd'hui, on repousse, et ça aussi, ça fait partie d'une réponse. Mais pour moi, le COM est une réponse des personnes qui habitent sur tout le secteur de Gignac, de Clermont-Lérault, pour venir bosser sur Montpellier. Ça fait partie. Je reviens 2 petites secondes quand même sur la 709, parce que là aussi, on oublie le passé. Oui, Salvador a raison, on n'aurait rien fait. Je ne vous dis pas le bordel qu'on aurait sur la métropole. Hein. On ne pourrait plus circuler. Tous les matins, on tremblerait, et on tremble toujours qu'il y ait un camion qui se prenne toute une file de voitures. Ça nous est arrivé une fois, on a eu l'autoroute qui a été à l'époque bloquée pendant toute une matinée, et ça aurait pu être un drame. Aujourd'hui, la 709, il faut qu'elle devienne un boulevard urbain. Et là aussi, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités. À un moment donné, qui va payer? Qui va le prendre? On a une obligation, je ne sais plus, c'est 2032, 2033, la DUP. Hein, en 2036, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de la concession en 2036. Il va bien falloir. Aujourd'hui, on a des contraintes autoroutières pour pouvoir sortir. Le rond-point du Zénith, on l'a chiffré, hein, les oreilles de Mickey manquantes, c'est 30 millions d'euros. Bon. La sortie pour aller sur la gare Sud de France, parce que là aussi on a créé une gare sans de sortie sur l'autoroute. Mais il faut qu'on passe en boulevard urbain, parce qu'on a des contraintes techniques aujourd'hui de fait que c'est une autoroute. Donc là aussi,
toi à Saint-Jean, à la sortie de Saint-Jean, il faudra un jour une sortie vers Fabrègues pour pouvoir rejoindre. Moi, de mon côté, il y a la déviation est de Montpellier pour pouvoir se connecter. Là aussi, on a des difficultés. Donc aujourd'hui, oui, il faut qu'on réponde avec des contournements autour de Montpellier. C'est l'attractivité de notre métropole. Et on va se retrouver en deuxième division. Hein. Ça va dans le Niaz, ici, une dernière question. On passerait d'une fois de voie à 2 fois de voie, donc il y a la notion de surtrafic induit par le COM. Quelle réponse vous opposez? Vous lisez trop des journaux et des publications. Si vous voulez, moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Mon métier, depuis, alors non, je ne vais pas dire parce que ça fait très longtemps, c'est en particulier l'ingénierie des trafics, les transports. Je pense que je connais quelques personnes très rares en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent faire des calculs de trafic. Les opposants aux projets routiers qui sont contre la route, ils n'arrêtent pas d'agiter la théorie du trafic induit, ça fait très savant. Moi, ce que je peux vous dire, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que pour ce qui me concerne, quand j'ai vu ces écrits et ces 3 ou 4 pages dites de calcul, ma position est très claire. C'est-à-dire, ils n'ont rien compris à la théorie du trafic induit. Moi, je me souviens l'avoir étudié quand j'étais étudiant en école d'ingénieur. Ils n'ont rien compris, et leur application, elle est techniquement d'une grossièreté sans nom. Tout ça, c'est créé de toutes pièces pour justifier leurs convictions. Donc le sujet n'existe pas, si vous voulez. Quand vous regardez ce qu'ils calculent, ils disent qu'il y aura 130 000 véhicules. 130 000 véhicules, si vous ouvrez le site de la métropole, hein, faites le top, pouf, vous ouvrez, et vous allez au bon endroit. La métropole explique, pour appuyer sa politique de mobilité, etc., qu'il y a 130 000 véhicules qui arrivent tous les matins à Montpellier. Alors, quand on créera le COM, selon ces gens-là, ben, où qu'ils aillent, les gens qui viendront à Montpellier, ils viendront d'abord voir le COM, parce que c'est quelque chose de nouveau, et puis ensuite ils iront là. Enfin bon, c'est une absurdité telle d'un point de vue technique que ça ne mérite pas plus. Voilà. Ça intéresse beaucoup certains journaux, et puis ça marche très bien, parce que en communication, vous le savez, hein, ce qui fonctionne, c'est la répétition. Donc à force de répéter des âneries, il y a des gens qui y croient. Voilà, donc moi j'ai pas plus à en dire. Ouais. Alors, je suis cassant, dirait monsieur de Keolis, mais il n'y a que ça. Si vous voulez répondre à la connerie, il faut y répondre. Hein, sinon, non, juste. Je crois que le trafic induit, c'était pas lié entre la 9 et la 75. Moi, je vous dis, hein, moi, je suis pas... Chacun ses croyances. Moi, je suis catholique, apostolique, romain et andalou. Je veux pouvoir des crèches, je vais à Séville pour Noël. Voilà, parce que ici, je peux plus. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, j'embête personne, sauf que c'est quand même mon métier. Et si ces gens-là étaient des spécialistes du calcul de trafic, je vais vous dire un truc. Ça se saurait. Voilà, les calculs de trafic qu'a fait l'État, ce qu'on a fait, nous, après, par obligation, ont tout été validés, et sans jamais parler de trafic induit, ils auraient pu m'en parler, mais ils ne vont pas parler, par le CEREMA, qui, en France, aujourd'hui, en matière de calcul de trafic routier, est la seule entité qui s'y connaît. Les autres, si vous voulez, ils font de la politique, c'est tout. Alors ça ne plaît pas, peut-être, mais moi, je n'ai pas envie de faire de la politique, parce que j'ai l'habitude. C'est quoi le retour d'expérience Monsieur Nouméa, c'est quoi le retour d'expérience que vous avez sur le déplacement de la 9 au sud? Écoutez, en termes de trafic induit, on suit de très près, parce que c'est notre métier. Parce que ça fait 13 ans qu'elle a été livrée, là maintenant, quel est le retour d'expérience? Je peux vous dire que par rapport aux prévisions qu'on avait, il se passe exactement ce qui était prévu, à quelques bémols près, qu'on sait tout à fait expliquer. C'est l'effet de certaines mises en œuvre de projets de mobilité à Montpellier qui ont induit un surplus de trafic sur la 708. Et c'est assez normal puisque ces politiques, enfin ces projets qu'ils ont mis en œuvre font que les automobilistes qui en fait cherchent toujours à faire au plus vite et au plus simple, ils passent par la 709 et il y en a un peu plus qui passent. Mais tout ce qui est raconté par certains, moi je le sais parce que je passe une partie de mon boulot à travailler sur des recours. Vous savez, c'est une nouvelle activité, pour une grosse activité juridique. Je lis ce que je lis et j'y réponds. J'y travaille avec des experts. Si vous voulez, bon,
ce sont des âneries. Je ne sais pas vous dire autre chose. Alors après, je suis dur, peut-être, mais ça mérite rien de mieux. On va conclure parce qu'on va passer ensuite aux échanges autour d'un café. Quand même, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Les gens sont là pour discuter entre eux. Peut-être Hilaire Othème, ça faisait Hilaire Othème et Ouna Wellan, on vous avait pas entendu depuis un petit moment. Vous vouliez rajouter quelque chose, un message important que vous n'auriez pas eu le temps de dire. Et Ouna Wellan, votre regard aussi de jeune active et de vieille étudiante, donc, puisque vous étiez étudiante encore l'an dernier, sur ce que ça vous a appris finalement, votre regard aussi. Hilaire ? Oui, alors, moi les sujets routiers, effectivement, je fais... Non, mais de manière générale aussi, s'il y a un sujet, pas forcément rebondir, mais s'il y a quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder, important. Ce qui est intéressant, c'est la gouvernance, en fait, c'est comment on arrive à voir les choses de façon globale. Moi, je retiens ça de nos discussions, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de position des modes, il y a vraiment une complémentarité, mais comment on gouverne tout ça. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment le gap qu'il faut passer, c'est comment on arrive à avoir cette vision globale. Tous les maîtres d'ouvrage, et on est maître d'ouvrage aussi, et on sait que c'est difficile effectivement aujourd'hui de faire des nouvelles infrastructures. Oui, le sujet du recours, c'est un métier à part entière, mais c'est normal parce qu'il y a aussi des débats, il y a aussi des gens qui vivent autour de nos infrastructures. Donc oui, il faut vivre avec tout ça. C'est pas facile de les mettre en place. Pourtant, il y en a besoin. Mais à nous aussi, en tant que maître d'ouvrage, on s'attache à développer des infrastructures qui sont les moins impactantes sur l'environnement, sur la vie des gens. Donc ça fait partie de notre ADN aujourd'hui. On l'a intégré dans nos projets et on vit avec. Merci. Ouna Wellan ? Et de manière plus générale, c'était vraiment des échanges enrichissants. Et en tant que vieille étudiante, du coup, ça m'a permis de voir une vision des enjeux qu'on n'a pas forcément la possibilité de voir en cours. Donc c'était vraiment très intéressant. Et je vous remercie pour tous ces échanges. On peut les applaudir. C'est la fin de ce débat. Merci à tous. Donc on remercie les trois partenaires, la Banque des Territoires, Vinci Autoroute et SNCF Gare et Connexion, sans qui l'événement n'aurait pas pu en effet se dérouler. Et on remercie également le domaine du Grand Puy qui nous accueille. Merci Christine Joly, Samir pour la technique. Merci aux intervenants, à vous tous. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Si vous avez des questions aussi et des remarques sur le fond, on est preneurs.